Pour rappel, les sénateurs Célestin Vounambandi avaient interpellé le vice-premier ministre chargé du plan et de la coordination de l'aide au développement pour obtenir la lumière sur l'état actuel du processus de planification dans le pays. Envie de s'enquérir du niveau réel des avancées et des défis rencontrés dans ces domaines stratégiques pour le développement. De son côté, le sénateur Michel Lingempo avait adressé une question orale au ministre de la Recherche scientifique et de l'innovation technologique concernant la cartographie géographique. Intervenant en premier, le ministre de la Recherche scientifique, Gilbert Kabanda, a éclairé la lanterne des sénateurs sur principalement le fonctionnement de l'Institut géographique du Congo, qui nécessite des actions concrètes visant la redynamisation des différents centres de recherche. Sans oublier l'éclairage du ministre Gilbert Kabanda sur l'état actuel des bornes frontières de la RDC. Pour sa part, le vice-premier ministre en charge du plan, Guilain Nyembo, s'est étendu principalement sur la problématique du recensement scientifique de la population afin de doter le pays des données statistiques fiables sur la démographie. Il a épinglé la question de l'évaluation de la mise en œuvre du programme de développement local de 145 territoires, dont le taux d'exécution sur l'ensemble du pays est de 32%. Le processus de planification du développement dans notre pays est bloqué. Un processus bloqué, pourquoi? Parce que jusqu'aujourd'hui, et ça fait depuis plusieurs années, le pays n'a pas été en mesure d'organiser un recensement général de la population et de l'habitat. C'est une opération indispensable pour disposer de données fiables qui va permettre à un pays d'organiser sa planification du développement. Nous attendons d'abord la mise en œuvre des recommandations que nous avons formulées à l'endroit du gouvernement en ce qui concerne la gestion de la cartographie géographique de la République démocratique du Congo. C'est tout au long de cette mise en œuvre-là que nous déciderons pour dire que nous avions satisfait ou pas. Enfin, le président Jean-Michel Samalou Kondé a relevé la pertinence de la recommandation concernant l'appui budgétaire et l'accompagnement législatif à apporter à ces deux secteurs vitaux, le ministère du Plan et de la Recherche scientifique, pour leur permettre d'atteindre leurs objectifs respectifs. Nous attendons d'abord la mise en œuvre des recommandations que nous avons formulées à l'endroit du gouvernement en ce qui concerne la gestion de la cartographie géographique de la République démocratique du Congo. C'est tout au long de cette mise en œuvre-là que nous déciderons pour dire que nous avions satisfait ou pas. D'abord, le ministre était apparemment sincère avec nous pour dire que en ce qui concerne le fonctionnement de l'Institut géographique du Congo, il y avait un problème sérieux lié au fonctionnement, lié au budget. Sur ce point, la responsabilité elle est partagée. D'autant plus que nous sommes les autorités budgétaires, nous sommes dans l'obligation de mettre les moyens nécessaires à la disposition de cet institut pour qu'il puisse fonctionner. Parce que nous ne pouvons pas lui trop demander et ne pas mettre assez de moyens là-dessus. Et il a été convenu de manière unanime de mettre assez de moyens à la disposition de l'Institut géographique pour qu'il fasse son travail normalement. Mais de l'autre côté, en ce qui concerne la gestion de ces biens immobiliers, nous avions fait observer que partant des remarques faites par le ministre lui-même pour dire que certains contrats sur la mise en location des biens immobiliers de l'Institut géographique a été mal négocié, nous sommes allés au-delà pour dire qu'on ne peut pas vendre, moins encore mettre en location, parce que nous constatons qu'actuellement, il y a une chasse des spoliations et de l'accaparement des biens qui appartiennent à l'État. Donc, c'est un bien qui appartient à nous et aux générations futures, donc il faut le préserver jalousement. Voilà les recommandations que nous avons formulées à l'endroit du gouvernement sur ces contrats-là signés avec les Indiens. Dans ma réplique, le ministre a apporté des réponses aux questions. Il est allé bien au-delà des questions que j'ai posées, ce qui n'est pas une mauvaise chose. Il a essayé de faire un bilan à mi-parcours de son action. Mais moi, j'ai posé des questions précises. L'objectif, c'était que j'obtienne des réponses précises. Mais j'ai trouvé dans les quelques éléments de son exposé, quelques indications que j'ai données, à savoir finalement que le processus de planification du développement dans notre pays est bloqué. Un processus bloqué, pourquoi? Parce que jusqu'aujourd'hui,
Et ça fait depuis plusieurs années, les pays n'ont pas été en mesure d'organiser un recensement général de la population et de l'habitat. C'est une opération indispensable pour disposer de données fiables pour permettre à un pays d'organiser sa planification du développement. Mais j'ai aussi indiqué que l'outil statistique dont nous disposons aujourd'hui, l'Institut national de la statistique, se trouve à Lambeau, et qu'il faut le réhabiliter, le redynamiser pour que ces pays puissent disposer finalement des statistiques fiables. On ne peut pas planifier le développement sans avoir des informations, des données statistiques fiables. Mais j'ai aussi déploré le fait que le rôle et la place du ministère du Plan dans l'architecture gouvernementale ne lui permet pas aujourd'hui de jouer efficacement son rôle d'organe central de coordination de la planification, mais aussi de suivi des investissements, en tout cas du suivi évaluation des investissements. Et je dirais même le besoin pour le ministère du Plan d'avoir une place dans ce que j'ai qualifié de chaîne de la dépense d'investissement. Il n'est pas normal qu'un ministre qui a planifié, qui a proposé un programme d'investissement public, se rende compte que des investissements sont réalisés à son insu et parfois des investissements qui... Ces concertations sont axées sur les thèmes l'FTP face au défi de l'employabilité des jeunes en Afrique centrale. Quelle perspective pour la réalisation de l'objectif durable de développement 8 ? L'objectif principal de ces forums est de développer une stratégie régionale pour le développement de l'FTP en Afrique centrale en vue d'améliorer la transmission des compétences, l'employabilité, le programme pour répondre aux demandes des transactions numériques et vertes, ainsi que la mobilité des jeunes au sein des États membres de la CEEAC. Dans son allocution, la Première ministre a réitéré l'engagement de son gouvernement à faire de la formation professionnelle un pilier majeur de la croissance économique et de l'amélioration de la qualité de vie de la population. Ce qui explique, à en croire la chef du gouvernement, des réformes ambitieuses initiées par son gouvernement. Le programme de développement durable à l'horizon 2030 que nous avons adopté collectivement souligne dans son agenda la place incontournable de l'éducation et de la formation dans la lutte contre la pauvreté et les inégalités sociales, la promotion du genre et la création d'une croissance économique inclusive et résiliente des États. Nos taux de scolarisation dans l'enseignement technique ont fortement augmenté ces dernières années, mais le pays reste confronté notamment à des problèmes de qualité et d'adéquation de la formation aux besoins du marché, d'insuffisance de financement au profit de la formation professionnelle par rapport à l'enseignement général classique, de faible coordination entre acteurs et d'accès non équitable. Par ailleurs, la patronne de l'exécutif congolais a exprimé son soutien aux pays de la région et aux partenaires au développement pour avoir fait de cette vision une réalité en mettant en place une stratégie régionale pour l'FTP adaptée aux besoins sociaux et à la demande croissante d'une main-d'œuvre qualifiée dans des secteurs en forte croissance. Notons que cette rencontre réunit des experts des institutions d'enseignement et des formations publiques et privées, des institutions du monde économique et des finances, des partenaires au développement, des universitaires, des chercheurs, des entrepreneurs, des politiques pour réfléchir ensemble à la recherche d'approches alternatives et innovantes pour une meilleure prise en compte de la formation professionnelle et qualifiante des jeunes en Afrique centrale. Les caucus des banques commerciales, partenaires du gouvernement congolais, dans la réussite de cette revue à la baisse du prix du carburant à la pompe, a échangé avec la chef de l'exécutif central sur la deuxième phase du financement du manque à gagner dans le secteur pétrolier. Prenant la balle au bon, la délégation des banques a, lors de cet entretien, exposé à la Première ministre souminoise quelques préoccupations du secteur bancaire au pays. Nous avons été reçus par son Excellence Madame la Première ministre afin de discuter et de s'accorder sur les dernières étapes avant le décaissement par les banques commerciales. Il y a un consortium de banques commerciales qui ont décidé d'accompagner le gouvernement pour éponger le manque à gagner du secteur pétrolier. Donc nous sommes venus parler des dernières étapes avant le décaissement
de ce prêt que les banques commerciales accordent au gouvernement. Dans la première phase des financements du manque à gagner du secteur pétrolier, 4 banques commerciales accompagnent les efforts de l'exécutif central, à savoir Equity BCDC, Standard Bank RDC, First Bank RDC et EcoBank Congo. Devant la première ministre Judith Suminwa, le caucus de 10 banques a réaffirmé son désir de rester aux côtés du gouvernement dans cette initiative. C'est une très belle opportunité pour nous, en tant que banque commerciale, de démontrer notre capacité à accompagner le gouvernement et à travailler ensemble. En tant que nous sommes compétitrices, mais nous sommes aussi dans un système de collaboration. Nous pouvons nous mettre ensemble, mettre nos forces ensemble, nos ressources ensemble et pouvoir accompagner le gouvernement dans certains projets, que ce soit des projets d'infrastructure, que ce soit des projets comme celui-ci où le gouvernement avait besoin de soulager le secteur pétrolier en payant le manque à gagner. Donc nous sommes vraiment déterminés à mettre nos forces ensemble et pouvoir accompagner le gouvernement. Pour rappel, dans le programme d'action de son gouvernement, Judith Suminwa Tuluka s'est engagée à garantir l'accès aux services sociaux de base au peuple congolais. C'est dans ce cadre que depuis le 2 octobre dernier, le litre d'essence est passé de 3 340 francs congolais à 2 990 francs congolais dans la zone nord et ouest, et dans la partie sud et l'est, les litres d'essence se négocient respectivement à 3 856 et 3 776 francs congolais. Une autre action qui contribue sensiblement à la lutte contre la vie chère, cheval de bataille du gouvernement souminois.